Bonsoir à tous et bienvenue. Alors avant toute chose, je m'excuse pour la qualité visuelle et sonore de cette vidéo. Je tourne avec mon vieux caméscope parce que la caméra qu'on m'a prêtée a tendance à s'éteindre toutes les 2 minutes, ce qui n'est pas forcément recommandable. Bref, on va parler du Paris Saint-Germain ce soir, et avant toute chose, je m'excuse également, parce qu'en fait, dans toutes les analyses que j'ai pu faire, j'ai mésestimé comme un imbécile l'impact de la culture qatari dans le fonctionnement du club. Et j'étais persuadé que vu que c'était à Paris, que c'était la France, etc., qu'on pouvait analyser le Paris Saint-Germain comme n'importe quelle autre équipe, en disant oui, mais il y a des dysfonctionnements, ce n'est pas normal, parce que dans tous les autres clubs, ça ne se passe pas comme ça. Mais en fait, le Paris Saint-Germain a un fonctionnement qui est différent de tous les autres clubs. Tout simplement parce que ce n'est pas un État qui a racheté un club. Et ça, j'aurais dû y penser depuis très longtemps, donc je m'en excuse. Et donc forcément, moi, la culture moyen-orientale, c'est pas spécialement ma spécialité, mais au fur et à mesure des rencontres, des interviews que j'ai pu faire, des infos, etc., je commence un peu à mieux appréhender le sujet, et je pense que pour comprendre pourquoi ce mercato est aussi laborieux, et pourquoi il y a autant de dysfonctionnements à l'intérieur du club, il faut se rendre compte de comment ça fonctionne, et de pourquoi il y a ce fonctionnement dit étatique. Alors on va essayer de parler assez simplement. Avant, on entendait toujours, il y a Paris et Doha, il y a plus ou moins 2 directions. Et ce qui est assez marrant en fait, c'est qu'on disait ça, mais on n'avait aucune idée de ce qu'il y a à Doha, parce que c'est souvent un terme très vague, et on oublie de parler de ce qu'est le gouvernement à la Qatari si vous préférez. Donc, comme d'autres pays au niveau moyen-oriental, on va quand même pas avoir peur des mots, il y a des castes. C'est-à-dire que si tu es Qatari, ça va, toi en théorie tu vas être plutôt pas mal logé, alors après évidemment, ça dépend de ton statut social à la base, mais littéralement, faut voir ce qui s'est passé sur les chantiers pour les constructions de stades à la Coupe du Monde 2022, tu as des gens réduits à l'état d'esclavage, il n'y a pas d'autre mot. Donc, il n'y a pas que les Qataris qui font ça, mais c'est vrai que si tu viens du Bangladesh pour trouver un meilleur futur au Qatar, tu as quand même pas mal de chances de te faire exploiter. Néanmoins, il y a un grand respect de la hiérarchie là-bas, c'est-à-dire que l'émir est tout en haut, et ensuite tu as les conseillers qui arrivent, et tu déroules. Ces gens-là, tout en haut, ils peuvent tout se permettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'émir du Qatar est venu en France, c'est le tapis rouge. Donc, les mecs ont fait pas mal d'investissements ici et là dans le monde entier, on leur a déroulé le tapis rouge. Il est vrai que quand même ce monde-là, quand t'as beaucoup de fric, on a tendance à rien te refuser. Donc il faut bien se mettre ça en tête que ces gens-là, tous les gens très importants au Qatar, ont grandi déjà avec énormément de privilèges. Et avec cette idée que l'argent peut tout acheter. Au Qatar et dans d'autres pays du Moyen-Orient, tout est achetable. C'est-à-dire, vous avez une information qui peut les aider, c'est temps. La corruption, c'est normal quelque part. C'est même pas la corruption, moi j'achète les gens, voilà. Ils ont l'habitude de faire ça. Donc, dans le Paris Saint-Germain, c'est un peu le même idée de fonctionnement. Et quel est l'impact direct? C'est-à-dire que si Doha, l'émir ou ses proches conseillers ont envie d'un truc, tu crois sincèrement qu'ils vont demander à un entraîneur allemand, à Antero Henrique ou à Nasser, s'ils sont d'accord? Mais ils le font, ils en ont rien à branler. Parce que l'État fonctionne comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Alors, évidemment, je ne vais pas me prendre pour un expert de la culture qatar et je ne le suis absolument pas. Il y a des gens bien plus doués que moi pour en parler. Néanmoins, je vous parle avec des gens qui ont travaillé au Qatar, en Arabie Saoudite, etc. Bon, bref. Maintenant, la deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que le Paris Saint-Germain, de la bouche de 2 personnes ayant travaillé, ont fait des missions pour le Qatar, le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure ambassade du Qatar à l'étranger. C'est-à-dire que l'importance de ce club dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et il faut l'articuler à la fois sur le politique et à la fois sur son bras armé, on va dire, les médias. C'est-à-dire que le Qatar, à la fois, par le Paris Saint-Germain, Paris, magnifique ville, le rayonnement international, et le football. C'est bien le football quand même. Ça rassemble les gens, c'est le sport le plus vu, c'est le sport le plus connu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, PSG, Qatar, Qatar, PSG. Et c'est plus Qatar, les esclaves sur le champ de bataille, enfin sur le champ de bataille, j'allais dire. Lapsus révélateur. Sur les stades qui sont en train d'être construits. Non, c'est le glamour, etc. Pourquoi pas avec l'idée un jour de transformer plus ou moins Doha, pourquoi pas essayer de concurrencer Dubaï, etc. À la fois, il faut placer le PSG dans une vue de la survie d'un État, avec la diversification de ses revenus, etc., pour également changer son image, attirer du tourisme, etc. C'est surtout très important au rayonnement international. Et ensuite, à l'intérieur même de la péninsule arabique, il y a énormément de rivalité entre les pays. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'ego là-bas et de petites guéguerres. Là, évidemment, on a dépassé la guéguerre entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, même s'il y a d'autres pays. Le Qatar, c'est vrai que c'est pas leur truc. Donc, ça aurait été d'ailleurs terrible pour le Qatar de voir Monaco vendre aux Saouds. Les Saoudiens ont fait une énorme offre, je tiens à le dire. Rebolobiev n'a pas voulu. Imaginez ce que ça aurait fait. Niveau tension, ça aurait été un genre de guerre froide, tu vois. Donc, le PSG a beaucoup d'importance. Alors, évidemment, c'est pas ça qui va occuper toutes les journées de l'émir, hein, tu te doutes bien.
Surtout que l'émir, vous vous doutez bien, il a dirigé un pays, il a pensé à comment on va transformer l'économie, la survie du truc, parce que bon, c'est quand même tout petit le Qatar, hein. Bon, les alliances, les ci, les là, pas facile. Néanmoins, le PSG, c'est très important. Il faut savoir aussi que l'émir aime beaucoup le foot, et je pense qu'il se connaît d'ailleurs plus en foot que Nasser, on aura le temps d'y revenir. Donc, autour de lui, il a des conseillers. Il a notamment Khalifa Khamis. Khalifa Khamis, c'est un ancien joueur de football qatari, et autour de lui, il a encore 2-3 autres personnes du comité olympique qatari qui prennent parfois des décisions. Khalifa, c'est le monsieur foot de l'émir, c'est le mec qui parle à Guardiola, c'est lui qui dit « Ah bah, faut qu'on aille sur tel mec, etc. » Tourelle, c'est en partie une de ses idées depuis des conversations qu'il a eues avec pas mal de personnes, notamment Guardiola. J'ai pas toute la version de comment Tourelle a signé, la seule chose que je sais, c'est que c'est une décision de Doha. C'est pas une décision de Nasser, d'Antero, non, Doha, directement. Donc, toutes les grandes décisions se passaient là-bas, parce que ce mec-là, il adore le foot déjà, il le connaît quand même plutôt pas trop mal, et autour de lui, il a d'autres personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu signes au Qatar, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas il y a 2 ans c'était encore le cas, il faudrait que je redemande, tu ne signais pas pour un club, tes droits appartenaient au comité olympique du Qatar, qui ensuite dispatchait selon les clubs. Donc le comité olympique, c'est clé. Je vais pas vous rappeler tous les investissements dans le sport faits par le Qatar pour vous montrer à quel point c'est un sujet pris au sérieux par les têtes pensantes de ce pays. Donc le Paris Saint-Germain ne peut pas être traité au second rang. Ce n'est pas que du football. Ça n'a jamais été que du football, et le fonctionnement de ce club, il est éminemment politique, et même dans sa structure interne. C'est-à-dire qu'en politique, quand tu regardes par exemple des séries de Crown, House of Cards, etc., qui te montrent un peu toutes les manigances, etc., je mets un mec ci, je mets un mec là, ce qu'on peut voir également dans plein de grandes entreprises, aussi, c'est la même chose au Paris Saint-Germain. Et ce qu'il faut comprendre de la culture qatari, c'est que ce n'est pas la compétence qui prime, c'est la loyauté. Et Nasser, il est là parce qu'il est loyal, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est docile. C'est-à-dire que Nasser, qui a connu donc le prince et la famille royale de par son passé au tennis, parce que Nasser ne vient pas, n'a pas de sang noble. Nasser, c'est le père très valeureux, d'ailleurs son papa travaillait sur le port, etc. Nasser a commencé un peu comme fonctionnaire, c'était pas facile. Il a beaucoup de mérite, Nasser, de comme il est monté. D'ailleurs, petite anecdote, les gens qui le connaissent disent qu'il était plus heureux à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a beau être millionnaire, il a plus de vie. Il a plus de vie, Nasser. Il a tellement de casquettes, comme on dit, qu'il n'a pas de temps à lui. Il est soumis à une pression de dingue parce qu'il a des comptes à rendre. Et surtout, on l'a mis là parce que Nasser a une fonction politique et diplomatique. Est-ce que Nasser est là parce que c'est le meilleur? Non. Il est là parce qu'il va pas, excusez-moi l'expression, il va pas baiser le mec qui est au-dessus de lui. Si on lui dit tu fais ça, Nasser il fait ça. Point. Voilà. C'est un exécutant. Donc, déjà, ça te remet en perspective l'organigramme même de ton club. Parce que le président doit rendre des comptes. Mais c'est normal au final, parce que qui a l'argent? On en revient toujours à ça, à la base, ou à la pyramide, sommet de la pyramide. C'est la même chose. L'émir, les gens autour de lui, dont Nasser en fait partie, et ensuite, l'organigramme à la française. Point. Donc, aujourd'hui, ça a quand même un peu changé, et je vais vous montrer un peu l'évolution qu'il y a eu. Donc, Nasser avant avait quand même un certain pouvoir, on disait comme je vous dis c'est 2 directions, une à Paris, une à Doha, toujours été un peu mystérieux parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Et à Paris, ils ont fait le même fonctionnement qu'au Qatar, ils ont mis des mecs dociles à des postes, souvent par accident. Ahmed Bessedik par exemple, qui rentre comme chauffeur au Paris Saint-Germain, ils sont gentils les Bessedik, aujourd'hui il y a Bob par exemple, qui est un de ses autres frères, Bob Della je crois qu'il s'appelle, qui parle plusieurs langues, qui est très sympa, qui est vis-à-vis des joueurs, qui s'occupe un peu des familles, etc. D'ailleurs les mecs des fois ils en font voir toutes les couleurs. Bon, les BCX sont au club. Ahmed était chauffeur et s'est retrouvé par Nasser qui le nomme un moment donné à la communication. Mais à la base, Ahmed, c'est quelqu'un qui est carrossier, de Créteil si je dis pas de bêtises. Bon, sachant que ce qui est assez marrant d'ailleurs pour l'anecdote, c'est que c'est un autre frère, je crois, Bessedik, qui a récupéré la fameuse villa où vous savez, Nasser, ses affaires avec la FIFA, etc. Bah, elle appartient à un autre Bessedik. Mais les Bessedik, c'est les hommes de confiance de Nasser à la base. Bon, après, il y a des gens au club, ils ont essayé de les écarter, ils ont fait courir d'affreuses rumeurs sur eux. Mais encore, je vous dis, un mec comme Bob, c'est un mec, il est là, souvent on l'appelle à point d'heure parce qu'il doit faire pompier de service. Mais c'est un mec qui va pas baiser sa direction. Tu vois? Nasser, c'est la même chose. Et Nasser, il a des gens autour de lui comme ça. Il a Adel Aref. Adel Aref, il vient du tennis. Il est au PSG. Jean-Marcel Ritt, qui est un de ses conseillers, qui s'occupe de la communication, pas uniquement du PSG, d'autres intérêts qataris, c'est quelqu'un qui va être loyal. Il va pas baiser les mecs qui sont au-dessus de lui. Par contre, toutes ces personnes-là ne sont pas du football. Nasser, c'est un mec du tennis. Donc, ça pose pour moi un vrai véritable souci, c'est que tu te dis que les têtes pensantes du club ne viennent pas du foot. Et même, je dirais pas vraiment du sport en général, du moins du sport collectif. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques années, Nasser, si vous lui demandez la règle du hors-jeu, compliqué pour l'expliquer.
Et c'était pas le seul au club dans des postes importants. Ça la fout mal quand même. Mais après, ça peut se comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un homme de confiance. Voilà. Donc maintenant, on a quand même enlevé du pouvoir à Nasser cet été. Très clairement. L'entraîneur, c'est pas lui. Et plein d'autres choses. Maintenant, dès qu'il a une nouvelle, il doit en référer à la hiérarchie. Ce qui pose en fait un gros problème. Vous avez une cellule qui travaille à Doha. Et les mecs, s'ils ont envie de faire un gars, ils le font. Hein. Ils en ont rien à branler. De l'autre côté, vous avez Antero Henrique, Thomas Tuchel et plein d'autres luttes en interne. Donc, si vous voulez, les gens qui ont le pouvoir, ils sont à Doha. Personne ne les connaît. Qui connaît Khalifa Khamis et les autres? Mais personne. Et après, eux, ils vont passer par des fois des conseillers. Des fois, ils appellent Guardiola. Des fois, ils appellent d'autres personnes. Xavi pour prendre un peu l'avis. Des fois, ils vont demander à Pinizavi, qui était le mec qui a fait le transfert de Neymar. Parce que pareil, ils demandent à Pinizavi de faire d'autres choses. Mais on dépasse évidemment le cadre du Paris Saint-Germain. On n'est pas du tout dans un système de club à l'européenne où tu contactes le directeur sportif ou son adjoint si tu veux placer un joueur, quand tu fais une réunion avec l'entraîneur, etc. Non. Il y a des brainstorming évidemment faits, notamment directement entre Thomas Tuchel et Doha, parce qu'il a été nommé directement par ces mecs-là. Donc, entre guillemets, quand Thomas Tuchel début août était furieux, il a appelé directement à Doha. Et ensuite, les mecs ont mis une soufflante à Nasser et à Antero en mode c'est quoi ce bordel? Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous parler dans ce putain de club? À quoi sert Maxwell? Ah, Maxwell, il appelle l'entraîneur de la réserve pour dire ah, Tuchel, il a besoin d'un jeune. Putain, merde. Mais on n'a plus eu un emploi comme ça depuis le RPR. Dire, Maxwell, utilisez-le. Alors, ils essayent de l'utiliser, mais il n'a aucun pouvoir décisionnel. Antero, il essaye de faire plein de trucs. Enfin, il essaye surtout, bon, je peux pas tout dire, mais vous m'avez tous compris. Antero, il veut que ça dégage tout. Ça dégage, ça dégage. Parle comme ça des joueurs Antero quand même. Hein. Lucas, la Chine, c'est bien pour toi. Avec, comme il traite très Lucas, je pense que si la Lycra venait au PSG et mettait un micro dans la salle d'Antero Henrique quand il fait des meetings, quand il dit... Il l'a dit quand même à plusieurs employés. C'est pas un Allemand qui va commander. Exception. Antero en stand-up. Ah, mais en fait, Antero, il est autant directeur sportif que slammer. C'est un genre de Booba portugais. Le mec, vraiment, il fait des meetings. Il a toujours été cash comme ça. Antero, c'est le mec avec qui tu passes une bonne soirée. Tu fumes un gros cigare, tu racontes des blagues de cul, et tu fais du whisky, tu parles pognon. Parce que tu vas pas le baiser. Hein. Attention, le mec, il est loin d'être bête. Hein. Il est très cash. Et il est très sympa, il arrive à faire une bonne relation dans son réseau comme ça. Mais là, il est en roue libre, le mec. Hein, parce que vu qu'on lui a promis les pleins pouvoirs et qu'il ne les a pas eus, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en mode, je fais comme à Porto, quand il était en conflit avec le fils du président d'Acosta, je verrouille le club de l'intérieur. Donc aujourd'hui, le 3e étage de la factory, c'est l'étage portugais. Et bon, il a mis des mecs de partout, notamment Rémé Texera. Alors lui, c'est l'homme à l'iPad. Le mec, il est dans tous les meetings. Hein. Il dit rien. Il est comme ça. Regarde l'iPad. Et il est là, mais il redit rien. Bon, d'accord. Avant, il était à la communication à Porto, là, il est bon. On sait pas trop. Ah, mais il y a des trucs au club, c'est surréaliste, hein. Bon, des fois, t'as Antero qui fait des... Il y avait un meeting un jour avec un joueur, je peux pas dire son nom, et il y avait pas Antero, il était pas là. Et puis bon, ça parle, tu vois, un peu niveau du contrat, etc. Et le mec, il dit, bon, on peut essayer d'avoir ça, parce que l'autre, un autre joueur a eu ça, bon, bref. Et c'était pas trop ce qui était prévu, mais tu vois, c'était léger. Puis bon, après, il y a une pause cigarette et tout. Et Rémé, il est là. Et puis arrive dans la salle Antero, en mettant une grosse tape dans le dos, en mode mais tu veux me baiser moi, mais coup de pression à la Antero, je veux dire, enfin bref. Et de l'autre côté, il n'y a pas qu'Antero, hein. De l'autre côté, vous avez tout le coin, on va dire, des proches de Nasser qui ont peur de perdre les privilèges. Jean-Martial Ribes, Adel Aref, Sophie Jourdan, qui est dans le juridique, et d'autres personnes. Et là, pareil, ils ont des gens, des relais à l'intérieur du club. C'est pas parce qu'ils sont compétents, c'est parce que pareil, il y a une loyauté. Donc ça fait quoi? Ça fait qu'à la fois pour les transferts ou le reste, t'as plein de courants au club, et à chaque fois c'est jamais la compétence qui prédomine, c'est l'accord. C'est je ne veux pas perdre ma place. C'est en fait, c'est vraiment des luttes politiques, mais c'est aussi propre à pas mal de grosses entreprises. Et le PSG est une très grosse entreprise avec des enjeux qui nous dépassent tous. Mais le problème pour le mercato, c'est que si t'es un agent qui veut faire un joueur, t'appelles qui? T'appelles Nasser? Ah non, Nasser, il doit en référer à quelqu'un d'autre. T'appelles à Doha, mais faut avoir le numéro à Doha de Khalifa ou de je sais pas qui. Faut déjà les connaître, faut déjà savoir comment ça marche. T'appelles Antero, Antero, il va essayer de te faire. Donc tu passes un peu par lui, mais est-ce qu'il peut vraiment décider à la fin? Bah écoute, l'entraîneur, c'est pas lui qui a décidé, l'entraîneur de la réserve, c'est pas lui qui a décidé, le retour de Bertrand Roseau, c'est pas lui qui a décidé, Buffon, c'est pas lui, Kerrer, c'est pas lui. Mais par contre, pour signer des mandats à Laurent Schmitt, donc Laurent Schmitt, c'est le partenaire de Moussa Sissoko qui n'a pas les licences d'agent, qui est l'agent notamment de Kurzawa, Diarra, Yassine Adli et Sissako. Alors là, il y a du monde, hein. Là, ou un Marcelo Simonian, qui est l'agent de Pastore. Là, il n'y a pas de problème au club, hein. Là, il n'y a pas de souci, on sait faire signer les mandats. Allez, tiens, prends. Je dis pas qu'Antero est très compétent pour plein de choses.
T'es pas arrivé numéro 2 de Porto, c'était un tocard. Le problème, c'est que quand on lui fait une promesse et qu'on ne la tient pas, je comprends aussi que le mec est énervé. Mais la faute, elle est de qui? On en revient toujours au même fautif, qui se planque derrière sa communication avec son nettoyeur en communication et tout ça. C'est Nasser, je suis désolé. Tu peux pas promettre à Tourelle. À Tourelle, on lui dit, t'as les pleins pouvoirs, tu fais ce que tu veux. L'année dernière, ils ont dit Antero, t'as les pleins pouvoirs, tu fais ce que tu veux. Ils ont dit au père à Neymar, on va te consulter sur le recrutement. À Zahavi, on lui a dit, oh non, on va te mettre dans les dossiers. C'est-à-dire un peu une des conditions pour que ça signe. Putain, mais ils ont promis ça à 4 mecs. Je rappelle que Nasser a promis le brassard, il a dit à Rabiot, t'es mon futur capitaine. À Marquinhos, t'es mon futur capitaine. À Kimpembe, t'es mon futur capitaine. À Cavani, t'es mon capitaine. Il a promis le brassard à 5 mecs avec Thiago Silva. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand Nasser, il s'inquiète parce que Neymar, il a un rhume. Parce que Neymar, il va au cinéma. Est-ce qu'il a rigolé, Neymar? C'est ça le président du Paris Saint-Germain? Grand respect pour Nasser, pour tout ce qu'il a fait, mais laissez-le respirer, le pauvre Nasser. Il fait tellement de trucs qu'il dort plus les nuits. Donc, grand respect pour tous ces gens-là, parce qu'ils font des trucs qui nous dépassent. Moi, j'aimerais pas spécialement être à leur place, tu vois. Mais des fois, je me dis, vous pouvez pas juste essayer de clarifier un peu l'organigramme, parce qu'aujourd'hui, le président du Paris Saint-Germain, il a moins de pouvoir que l'entraîneur quand même. Le directeur sportif, il est là, à part essayer de vendre tout le monde et d'acheter les mecs, on sait pas trop ce qu'il fait. Ah si, il fait des festivals de slam et de punchline à des agents et tout. Ça me fait penser également à des gens qu'ils ont mandatés pour aider quelqu'un, notamment un certain Ressé, alias le Ricky Martin, du club. Il y a plein de trucs comme ça. Je te dis, tu mets des caméras en interne, tu tournes une sitcom. C'est Dallas Saint-Germain. Et à côté de ça, t'as Tourelle qui essaye de bosser. On lui a dit non mais t'inquiète, t'auras ci, t'auras là. Oh, il reste une semaine. On sait pas si Kurzawa va pouvoir jouer, rien, il n'y a pas d'arrière gauche. Verratti, on l'a opéré 2 fois des adducteurs déjà dans sa carrière, il a 26 ans. Le mec, on le fait reprendre, il a remal, il peut plus s'entraîner. Heureusement que t'as les meilleurs joueurs, putain. Alors, encore une fois, il fonctionne à la Qatar. À la Qatar, pas de problème. Les mecs de Doha, j'imagine qu'ils sont très compétents. T'arrives pas pour gérer un pays si t'es une pipe quand même. Surtout à ce niveau-là, je pense. Donc, je peux comprendre, après on a besoin d'hommes de confiance, la loyauté, etc. Mais faut pas que ça enlève la compétence. Parce que là, c'est trop. Là, on peut pas dire... L'entraîneur, il parle pas au directeur sportif quand même. Putain, ça fait 2 mois qu'il est arrivé. T'as Antero, il va tout prix faire un de ses joueurs en mode ouais, mais Tourelle, il a fait un de ses joueurs. Moi, je peux faire un joueur. T'as Jean-Martial Ribes et Nasser qui... Antero, l'influence, etc. Donc, ils se font tous la guerre un peu entre eux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu parles quand même à des gens qui sont vraiment du mieux important, ils te disent non, mais Paris, on veut même plus y travailler. C'est la maison des fous. C'est pas à qui t'adresser. Et en gros, ceux à qui tu peux t'adresser, c'est directement à Doha, mais personne ne les connaît. Donc en fait, le mercato qui soit laborieux, c'est normal. Que les joueurs, ils prennent le club pour de la merde, c'est normal. Comment tu veux te sentir identifié dans ce club quand la seule réponse, c'est une réponse très qatari, c'est je te fais un chèque. C'est quoi le pouvoir d'identification que tu as? Tu attends après des joueurs une certaine loyauté? Mais t'en attends aucune, c'est normal. Après bon, on va pas dire ça, c'est pas la version officielle qui est répétée, parce qu'en France, il faut quand même honnête, pas uniquement au niveau sportif, mais les journalistes, les voyages qu'ils ont gratuits à Doha, les montres Rolex et autres, ça y va. Donc le problème il est là, c'est que quand tu as déroulé le tapis rouge à des gens et que tu leur permets de faire ce qu'ils veulent, faut pas t'étonner après qu'ils te prennent pour de la merde. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Il y a des gens très compétents au club évidemment, des gens formidables, des gens qui sont fondamentaux, mais le problème c'est qu'il y a trop de lutte interne et que là c'est les petits privilèges de tout le monde qui prennent le dessus sur le reste. Alors il y en a qui vont vous dire tout va bien, etc. Et au final, Paris va pas si mal que ça. Je veux dire, ils ont des super joueurs, ils ont un très bon entraîneur, ils ont Mbappé, je veux dire, c'est magnifique quoi. Ils ont quand même un business plan qui tient la route, ils ont des partenaires dans le monde entier, ils ont une vraie stratégie au niveau marketing, etc. Il y a plein de bonnes choses. Le club fait plein de trucs super. Mais au niveau sportif, il n'y a aucune personne, à part Jean-Claude Blanc et Thomas Tuchel, qui aime le foot dans ce club, qui connaît vraiment le foot. Et ça, je pense que si il y a des problèmes depuis des années, c'est qu'il faut peut-être remettre en question ça, tu vois. Parce que promettre tout et n'importe quoi à tout le monde, des clubs le font. Et après forcément, la réalité les rattrape. Mais tu peux pas le faire autant. Forcément, à un moment donné, tu vas te casser la gueule. C'est logique. Donc écoutez, voilà. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. Je me suis un peu emporté. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui essayent de faire quelque chose dans ce club. Mais malheureusement, t'as trop de malhonnêteté. Mais la malhonnêteté, en fait, je commence à la comprendre. Je faisais l'erreur avant, je m'offensais. Mais en fait, non, c'est logique. C'est à la fois pour garder sa place et dans des intérêts qui dépassent complètement le ballon rond. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.